Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente de la manière suivante. $1 américain vaut 2857,9872 francs congolais. 1 euro équivaut à 3254,9095 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,9621 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 160,1318 francs congolais. Au marché parallèle, $1 équivaut à 2870 francs congolais, 1 euro égale à 2999 francs congolais, et 1 franc CFA égale à 4,4 francs congolais. Quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a connu une hausse. Elle coûte $9682 américains contre $9530 américains la semaine passée. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré encore une légère baisse. Il coûte $33 598,85 américains contre $33 688,73 américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de $3271,54 américains contre $3317,37 américains la semaine dernière. Le baril du pétrole revient à $62,98 américains contre $61,33 américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de $9634 américains contre $10 719 américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La RDC et les États-Unis proches d'un partenariat historique, deal mine contre soutien diplomatique et sécuritaire. Un partenariat similaire est déjà en cours d'application entre l'Ukraine et le pays de l'oncle Sam. La RDC doit-elle s'inspirer du modèle ukrainien des accords avec les États-Unis? Jeudi Économie reçoit pour vous à nouveau, à votre demande, le professeur Patrick Onoya, lobbyiste et stratège en investissement. Professeur Patrick Onoya, bonjour. Bonjour Eric Ambago et merci pour l'invitation. Je rappelle que le professeur Patrick Onoya, nous l'avons au téléphone. Les discussions pour la conclusion du deal entre les États-Unis et la RDC sont en cours. Est-ce que la RDC avait bien planifié ce partenariat? Les négociations vont bon train. Seulement, nous ici en tant que scientifiques, nous apportons juste une réflexion en disant que, étant donné que nous avons des accords similaires à la RDC et les États-Unis, ça signifie ceux de l'Ukraine et les États-Unis, nous nous disons pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour jeter un coup d'œil sur le modèle d'accord, n'est-ce pas, entre les États-Unis et l'Ukraine, pour tenter, n'est-ce pas, d'améliorer en amont, c'est-à-dire avant la signature, déjà, si jamais il y a des choses à retoucher. Comment s'applique ce genre de partenariat? Alors ici, nous nous basons sur le modèle avec l'Ukraine. Rappelez-vous que le modèle des accords entre les États-Unis et l'Ukraine est pratiquement semblable à celui qui est attendu entre les États-Unis et la RDC, c'est-à-dire sécurité contre minerais. L'Ukraine est un pays qui possède ce qu'on appelle les terres rares, qui sont très utilisées, n'est-ce pas, dans l'industrie de la haute technologie. Eh bien, les États-Unis ont besoin de ces minerais pour l'industrie technologique américaine. Donc, c'est pour les mêmes raisons que les États-Unis s'intéressent à la RDC. Alors, étant donné que fin avril, début mai, les médias nous ont dévoilé
plus ou moins le contenu de l'accord, cela nous a fascinés parce que les accords entre les États-Unis et l'Ukraine tels que dévoilés sont basés sur la création d'un fonds d'investissement et cela constitue un pilier dans la constitution de ces accords. Ce fonds d'investissement, il est créé de quelle manière? Un fonds d'investissement, ou encore appelé un fonds commun de placement, est un véhicule financier, est un cadre par lequel les bailleurs de fonds, donc les investisseurs, déposent leur argent pour que cela soit canalisé, n'est-ce pas, à travers des projets. Alors pourquoi le modèle du fonds d'investissement est très important et il serait important que la République démocratique du Congo copie le modèle? Là, vous permettrez peut-être que nous jetions un regard sur ce qui s'est passé avec le modèle chinois en RDC. L'inspection générale des finances, comme vous le savez, a fait un audit, n'est-ce pas, sur le contrat chinois et il a proposé une conclusion sur 20 points d'un ensemble de manquements. Nous allons rapporter peut-être 3 manquements simplement pour justifier pourquoi nous devons faire autrement les choses avec les contrats américains. La première des choses, l'IGF a constaté avec le modèle chinois qu'il a manqué une valorisation des actifs miniers de la GECAMIN. C'est-à-dire qu'on est allé dans un accord sans savoir exactement le sous-sol de ce que la GECAMIN a apporté dans la constitution de la société SICOMIN. La conséquence est que la fixation des parts sociales dans la SICOMIN, 32% pour le groupe de la GECAMIN et 68% pour le groupe de la SICOMIN, a été, selon l'IGF, arbitraire. Ne pas valoriser les actifs financiers de la GECAMIN est une conséquence du fait que la réflexion financière dans les accords a été tout à fait triviale. Mais au-delà de cela, un constat qui va nous ramener vers les fonds d'investissement, c'est le fait que l'IGF a constaté que la GECAMIN, en 14 ans, a récolté environ 4,4 milliards $. La SICOMIN, à travers l'exploitation du cuivre et du cobalt, a engrangé 4,4 milliards $. Mais dans le cadre du projet des 5 chantiers, il n'a été exécuté que des projets de l'ordre de 820 millions $. Le programme de 5 chantiers, dans sa configuration, s'est appuyé uniquement sur 3 structures. Les 3 structures sont la SICOMIN qui est l'industrie minière, mais qui avait aussi la charge, n'est-ce pas, financière, de pouvoir contacter les bailleurs de fonds, notamment Exim Bank, mais aussi elle agissait comme agent payeur des entrepreneurs qui exécutaient les travaux. Ça, c'est la première structure. La deuxième structure, c'était le bureau de coordination. Le bureau de coordination qui coordonnait pratiquement tous les travaux. Et troisième, c'est l'ACGT, l'Agence congolaise des grands travaux. Donc, tous les contrats chinois se sont joués sur les 3 structures. Alors, nous constatons une aberration. L'aberration, c'est que nous avons une entreprise minière qui joue aussi le rôle d'institution financière. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que c'est la 3e conclusion de l'IGF de dire la SICOMIN engrange de l'argent 4 milliards, mais les projets ne sont exécutés qu'à hauteur de 820 milliards. À quoi a servi le gap de plus de 3 milliards 500? Voyez. Mais étant donné que la SICOMIN n'est pas une structure financière à proprement parler, ça signifie qu'il y a eu un gaspillage financier selon, n'est-ce pas, les conclusions de l'IGF. Alors, en ayant un fonds d'investissement, n'est-ce pas, au centre du modèle, si on a un cas comme celui-là, n'est-ce pas, du programme de 5 chantiers, où on n'a pu utiliser que 820 millions $, n'est-ce pas, le fonds d'investissement pourrait trouver d'autres projets, n'est-ce pas, rentables en RDC ou réinjecter cet argent. Et cela n'a pas été fait. Un fonds d'investissement est une
entreprise de gestion de portefeuille. C'est-à-dire, lorsque les États-Unis disent qu'ils vont lever pour nous 500 milliards de dollars sur 15 ans, ils vont trouver cet argent quelque part. Ils vont trouver cet argent quelque part pour venir investir en République démocratique du Congo. Si cet argent est géré par un fonds d'investissement, cela va permettre une meilleure gestion de ce projet. Mais en plus, cela va permettre d'entamer le processus de la financiarisation de l'économie de la RDC. C'est-à-dire la financiarisation de l'économie de la RDC, c'est-à-dire le fonds d'investissement américain, une fois installé en République démocratique du Congo, va servir de véhicule financier pour accroître progressivement le poids de la finance, n'est-ce pas, dans l'économie congolaise. Parce que vous vous rappellerez qu'on fustige à chaque fois que l'économie congolaise est sous-financée, n'est-ce pas? Mais comment résoudre le problème du sous-financement de l'économie congolaise? Voici une opportunité. Alors, dans le processus de financiarisation de l'économie, la financiarisation de l'économie, par définition, c'est ce processus d'augmentation du poids du service financier dans l'économie, n'est-ce pas, au profit avant tout des entrepreneurs. Alors, schématiquement, comment cela va se réaliser? C'est que une fois que les Américains mettent en place le fonds d'investissement américain en République démocratique du Congo, qui va servir d'entonnoir de véhicules financiers, des bailleurs de fonds qui vont mettre l'argent pour le projet en République démocratique du Congo, un fonds d'investissement va appeler la création de ce qu'on appelle les banques de financement et d'investissement, les BFI. Les BFI, eux, sont les intermédiaires entre les entreprises, les projets, n'est-ce pas, et les investisseurs qui ont mis leur argent dans un fonds d'investissement. Ainsi, la BFI, les BFI qui vont être créés, les banques de financement et d'investissement, vont servir d'intermédiaires financiers, de conseillers financiers sur l'affectation des projets, n'est-ce pas? L'avantage, c'est qu'on va résoudre avec les BFI, les banques d'investissement et de financement, on va résoudre un premier problème qu'il y a eu dans le programme chinois de 5 chantiers, c'est-à-dire l'affectation de l'argent va dépendre d'une analyse des professionnels de la gestion des risques plutôt qu'une affectation politique. Parce que vous vous rappellerez, dans le cadre des 5 chantiers, on a mis par exemple plus de 100 millions de dollars, n'est-ce pas, dans la réalisation d'un projet tel que l'hôpital du Cinquantenaire, qui apparaît être un éléphant blanc. Est-ce que vous imaginez ce que 100 millions de dollars feraient ailleurs? Alors comment sera géré ce fonds d'investissement américain? Qui vont diriger ce fonds d'investissement? Merci. À chaque fois, ce fonds, un fonds comme celui-là qui provient d'un accord sera notamment géré conjointement par les Américains et les Congolais. Mais retenez, dans cet accord, c'est un accord minerai contre sécurité. Il y a 2 grands volets, n'est-ce pas? Il y a 2 grands volets. Le premier volet, c'est l'investissement dans le secteur minier. C'est-à-dire qu'une grande partie de cet argent va servir pour l'investissement dans le secteur minier. Et une deuxième partie va servir pour l'investissement dans les infrastructures. Alors, pourquoi, n'est-ce pas, la configuration du fonds d'investissement, elle est importante? C'est parce que si on n'a pas une configuration de fonds d'investissement, la République démocratique du Congo, les Congolais, risquent de ne pas beaucoup profiter de cet argent. Je donne un exemple, n'est-ce pas? Nous avons ici l'ARSP, l'autorité de régulation, n'est-ce pas, de la sous-traitance, fustige à chaque fois qu'il y a annuellement plus de 8 milliards de dollars qui échappent aux entrepreneurs congolais dans le cadre de la sous-traitance minière. Mais la raison fondamentale, n'est-ce pas, la raison fondamentale qui fait que les 8 milliards de dollars qui échappent, c'est quoi? C'est le fait que le sous-financement des entrepreneurs congolais. Or, imaginez qu'à ce stade ici, on est à 8 milliards. Et lorsque les Américains vont injecter les 500 milliards, quel sera le déficit des Congolais si il n'y a aucune organisation financière
on passera peut-être au double, ça sera peut-être 20 milliards de dollars annuellement à la 10e année qui va échapper aux Congolais. Mais si l'on met en place un fonds d'investissement, à l'issue de cela, nous mettons en place des banques de financement et d'investissement. Si je prends l'exemple de ce qui a été engrangé dans le contrat chinois, ça signifie 4 milliards de dollars, par exemple, sur 14 ans, pendant qu'on a utilisé seulement 8 milliards, eh bien, il y aurait de l'argent pour réinvestir, n'est-ce pas, dans des projets ou financer des projets rentables tels que ceux de la sous-traitance minière. On a des produits tels que le soufre ou l'acide sulfurique qui sont cruellement consommés, n'est-ce pas, dans l'industrie minière de la fabrication du cuivre, où il y aurait une banque de financement et d'investissement qui pourrait trouver de l'argent, n'est-ce pas, pour financer les entrepreneurs congolais. En ce moment-là, on va profiter, n'est-ce pas, des contrats américains pour pouvoir développer aussi, n'est-ce pas, les capacités financières des Congolais en plus de la réalisation des projets. Mais ce sont les Américains qui emmènent le cash. La RDC va gagner quoi sur le plan financier? C'est au fait calqué un peu au modèle chinois, c'est-à-dire que les Américains investissent dans le secteur minier. Dans ce secteur minier, ce sont toujours des entreprises qui se feront en joint venture. Donc, en partie, dans les entreprises minières, il y a la République démocratique du Congo qui amène, n'est-ce pas, les terres, donc le sous-sol, les minéraux, et les Américains amènent le cash. Ils forment des entreprises minières qui vont exploiter les minéraux et qui vont permettre de payer, n'est-ce pas, ou de rembourser ce qui sera mis dans les infrastructures. À ce niveau-là, donc, mais qu'est-ce que gagne la RDC? C'est une bonne question. Mais là, moi, je poserai dans cette question une sous-question. Est-ce que la RDC a la capacité de bien valoriser ce qu'elle devrait gagner? Parce que dans le rapport de l'IGF, dans le contrat de 5 chantiers, la République démocratique du Congo n'a pas réussi à bien négocier pour savoir dans l'industrie minière combien de pourcentage de part sociale elle devrait avoir. Mais pour cela, nous recommandons, n'est-ce pas, au prochain gouvernement de s'activer intensément, n'est-ce pas, sur la valorisation des actifs miniers. Dans le monde de la finance, on peut distinguer sommairement deux grands types d'actifs. Il y a ce qu'on appelle les actifs tangibles. Les actifs tangibles, ce sont ces actifs, ce sont des titres, n'est-ce pas, financiers qui sont palpables. On peut avoir par exemple de l'or en lingots, ça fait un actif financier. Mais on a aussi une deuxième catégorie d'actifs financiers, n'est-ce pas, qu'on appelle les actifs enfouis. Les actifs enfouis, c'est là où la RDC en possède beaucoup. Ce sont par exemple les gisements d'or que nous avons, les gisements de coltan que nous avons. Ils sont enfouis dans le sol. Mais si ces gisements sont certifiés, ils font office d'un titre financier. Secondo, nous gagnons, n'est-ce pas, dans la réalisation des infrastructures. Mais il faut faire attention. Les Américains ne viendront pas nous dire exactement ce que nous devons faire. Voilà pourquoi il est indiqué, il est important que le prochain gouvernement puisse développer un plan Marshall pour la RDC. On qualifie de plan Marshall, copié, n'est-ce pas, sur le plan qui a été établi par les États-Unis pour la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Un plan Marshall est un plan d'urgence, n'est-ce pas, de redressement économique et social. Il devra être, c'est un plan stratégique de développement qui doit être au moins sur 20 ans et qui montre le schéma qu'on suit, n'est-ce pas, pour utiliser l'argent que nous avons. Il faudra pour ce cas que l'on puisse élaborer un nouveau PNSD, Programme stratégique de développement, où on devrait s'appuyer sur le PNSD existant. Non, j'ai toujours fustigé, n'est-ce pas, que depuis plus de 20 ans, la RDC n'a pas eu un plan de développement stratégique de plus de 5 ans, ce qui en principe est une aberration, n'est-ce pas? Un plan de développement stratégique qui dans ce cas se présente comme un plan Marshall parce que c'est un plan d'urgence de redressement du pays, doit être de minimum 20 ans. Et je répète ici que ça fait plus de 20 ans que la RDC n'a pas eu un plan de développement stratégique sur 20 ans. Je dis 3 choses importantes. L'existence d'un fonds d'investissement,
l'existence de banques de financement et d'investissement qui vont déterminer comment l'argent du fonds va être utilisé, et du côté gouvernemental, l'existence d'un plan stratégique de développement qui s'appuie sur des pôles de développement. 17 enfants de 0 à 5 ans meurent chaque heure en République démocratique du Congo, faute de malnutrition, tel que le dit le Programme alimentaire mondial. Eh bien, le pôle de développement économique le plus important ne serait que l'agro-industrie. L'agro-industrie est un pôle de développement productif parce que nous consommons de l'étranger, nous achetons tout. Est-ce que vous savez, on rappelle que la République démocratique du Congo importe chaque mois à hauteur d'environ 2 milliards de dollars de biens, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. En mettant en place une stratégie en économie qu'on appelle de substitution aux importations, nous pouvons définir, n'est-ce pas, particulièrement dans le secteur agro-industriel, qu'est-ce que nous importons le plus? Est-ce que nous importons le plus le riz? Nous importons le plus le poulet? Nous importons le plus les chinchas? Nous essayons de voir comment faire en sorte pour substituer aux importations une industrie locale. J'ai suivi sur les antennes de Top Congo comment il y a eu une formation des mamans sur la ZLECAf. Mais c'est bien de former les mamans sur l'exportation. Mais on exporte quoi? N'est-ce pas? Voici une occasion pour développer l'industrie d'exportation parce que nous avons un fonds d'investissement et retenez un fonds d'investissement. Ce qui importe pour les investisseurs qui mettent de l'argent, c'est de trouver des projets productifs. Et on peut imaginer déjà que l'investissement minier, tel qu'on la connaît, elle est gourmande en finance, elle va utiliser au moins les 3/4, sinon les 2/3, n'est-ce pas, de ces 500 000. Et ce n'est que au moins 400 milliards vont aller dans le secteur minier. Donc le gros de l'argent, il faut savoir que ça ira dans l'investissement minier. Mais on peut compter au moins sur 100 milliards sur un investissement dans les infrastructures. Et 100 milliards dans les infrastructures sur 15 ans, ce n'est pas peu, c'est environ 7,5 milliards de dollars qui seront mis pour les infrastructures annuellement, c'est soit plus ou moins la moitié du budget de l'État. Mais pourquoi un fonds d'investissement est important? Je dois souligner une importance capitale. Pourquoi le fonds d'investissement? Eh bien, parce que le fonds d'investissement nous permet de mettre la main sur l'épargne étrangère. La République démocratique du Congo, qui est un pays qui manque de tout, n'est-ce pas, ne peut investir qu'au-delà de ce qu'elle peut épargner. Or, nous savons que nous épargnons peu, donc nous investissons peu. Avec un fonds d'investissement américain, ceci nous permet de mettre la main sur l'épargne des Américains. Vous imaginez un investissement dans les infrastructures qui occupe la moitié du budget de l'État. Ce sont des choses qui n'ont jamais existé et qui seront possibles. Ça, c'est une première des choses. Une deuxième des choses, c'est que en ayant des banques d'investissement, les banques d'investissement d'un point de vue financier ont un fonctionnement différent, n'est-ce pas, des banques de dépôt ou des banques commerciales que nous avons. C'est-à-dire, les banques d'investissement fonctionnent sur une base de financement sans recours. Les financements sans recours sont différents des financements avec recours qu'utilisent les banques commerciales. Je vais expliquer les deux concepts. Le financement avec recours, c'est un financement dont la garantie est une hypothèque. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un prend de l'argent auprès d'une banque, il doit donner une hypothèque. Et cette hypothèque est liée à la personne. En cas de non-remboursement, n'est-ce pas, la banque peut saisir même des biens, n'est-ce pas, de l'emprunteur. Ça, c'est ce qu'on appelle le financement avec recours. Et ce financement-là est valable pour des petits financements, généralement ne dépassant pas les 500 000 $. Pour des grands financements, des grands projets, des projets au-delà de 1 million de dollars. Or, la République démocratique du Congo a besoin de ce type de projet. Pour, par exemple, le secteur agro-industriel, on a besoin d'installer des usines, des plantations qui vont dans les 10 000, 10 millions, 20 millions, 30 millions. Pour cela, on utilise des financements qu'on appelle les financements sans recours. Les financements sans recours, ce sont des financements qui sont garantis par des actifs. Ce sont des financements, par exemple, la République démocratique du Congo, ayant certifié, n'est-ce pas, un gisement, par exemple, d'or, ayant certifié, cela devient un actif enfoui.
cet actif enfoui, il peut le présenter, n'est-ce pas, à une banque d'investissement et d'attirer de l'argent du fonds d'investissement, n'est-ce pas, pour un projet agro-industriel. Et le financement sans recours ne lie pas, n'est-ce pas, l'emprunteur à l'argent. Si jamais le projet échoue, c'est simplement l'actif financier qui le couvre. Qui vont créer ces banques d'investissement? Ce sont les Américains ou les Congolais? Merci beaucoup. C'est à ce niveau qu'il est important que la République démocratique du Congo, 60 ans après l'indépendance, démontre son émancipation. Pour créer ces banques, c'est un cadre. Naturellement, pour les Américains, c'est très facile de le faire, parce qu'il suffit que ce soit une filiale d'une autre. Mais retenez que nous risquons de retomber, n'est-ce pas, dans ce que nous décrions dans le côté des banques commerciales, qu'il n'y a pas de banque congolaise. Moi, j'appellerai donc le gouvernement congolais à prendre son courage en main, à saisir cette opportunité d'être le fer de lance, n'est-ce pas, de la création des banques de financement et d'investissement congolaises. C'est une question de détermination, c'est une question de décision. Alors, vous dites bien, c'est une joie pour le Congo, mais il y a un problème ici, c'est le climat des affaires qui est exécrable. Les opérateurs économiques le disent tout haut, que notamment la fiscalité est toxique. Moi, je considère le contrat avec les Américains comme un boost. Je vais utiliser peut-être un terme fort, j'ai horreur des slogans. En République démocratique du Congo, malheureusement, nous sommes friands des slogans. Le terme climat des affaires, nous l'entendons depuis une dizaine d'années, n'est-ce pas? Mais là, avec le contrat américain, je crois que le gouvernement congolais sera bien obligé de faire le pas dans la bonne direction. J'ai apprécié l'existence d'un séminaire ici avec les fiscalistes et les consultants en fiscalité qui a eu lieu ici à Kinshasa pour analyser la question de la fiscalité afin de dégager par des experts, n'est-ce pas, un ensemble de résolutions pour rendre, n'est-ce pas, moins toxique la fiscalité congolaise. Mais moi, je répète toujours, et je l'ai dit dans la publication, avant-dernière publication, que tout cela part du principe selon lequel l'État congolais est devenu simplement un État collecteur d'impôts. Mais si l'État congolais redevient État marchand, ça signifie que l'État marchand, c'est cet État qui fait les affaires. Si l'État congolais redevient un État qui fait les affaires, il comprendra lui-même comment il est toxique pour lui-même. C'est très important que l'État redevienne marchand à travers ces entreprises commerciales qui, pour la plupart, les entreprises publiques commerciales où l'État a 100% d'actionnaires, il y en a beaucoup, n'est-ce pas, qui sont en faillite, mais potentiellement rentables. Et le contrat avec les Américains ici est aussi une occasion, si on a un fonds d'investissement, n'est-ce pas, pour assurer la rentabilité des entreprises publiques. Je veux simplement dire, c'est une question de décision. Il suffit que l'État décide de redevenir un État marchand, n'est-ce pas, et le climat des affaires va être assaini. Alors, qu'est-ce que vous recommandez pour que la RDC puisse plus ou moins gagner dans ce deal avec les États-Unis? La première des choses, ça serait même le niveau 0. En se basant sur, c'est éviter, n'est-ce pas, de repasser sur les erreurs du programme des 5 chantiers. Dans la nature, on dit qu'on peut échouer une fois, mais on ne peut pas échouer 2 fois. S'il vous plaît, que nous ne repassions pas sur les erreurs de contrats chinois. Et les erreurs de contrats chinois, lorsque vous analysez les 20 recommandations de l'inspection générale des finances, sont de nature financière. Et au centre de cela, la genèse, c'est le manque de la valorisation des actifs miniers. On dit que c'est un contrat minerai contre sécurité. Eh bien, si nous avançons une fois de plus, tel que nous l'avons fait dans les contrats chinois, sans valoriser nos actifs, on va créer une vingtaine d'entreprises minières. Eh bien, la République démocratique du Congo mettra ses actifs miniers. Il est important, mon conseil pour le prochain gouvernement, c'est de ne pas reculer, n'est-ce pas, sur la certification des actifs miniers. De 2, ma recommandation est d'insister pour que l'argent ne circule pas de main en main
d'entreprise en entreprise. Non. Il faut insister sur la création d'un fonds d'investissement, n'est-ce pas, américain en République démocratique du Congo. Parce qu'en créant un fonds d'investissement américain en République démocratique du Congo, cela va permettre à l'économie congolaise de mettre la main sur l'épargne des Américains afin que cela profite, n'est-ce pas, aux PME congolaises qui manquent cruellement de l'argent. Mais cela va nécessiter quelques réformes, notamment la réforme, il doit exister une autorité de régulation des marchés financiers, n'est-ce pas? Il doit y avoir un ensemble de réformes sur les fonds de pension, ainsi de suite. Un ensemble de réformes doivent suivre, motivées, n'est-ce pas, par l'existence d'un fonds américain. Parce qu'une fois qu'on a le fonds américain en République démocratique du Congo, cela doit stimuler maintenant l'existence des fonds congolais. Or, généralement, les fonds d'investissement sont facilement mis en place à partir des fonds de pension. Des fonds de pension tels que, par exemple, la CNSS. Il doit y avoir une réforme de la CNSS. Il doit y avoir une réforme du CENSA. Il doit y avoir une réforme de l'utilisation, n'est-ce pas, de l'argent pour la préparation de la retraite des entreprises. C'est de là que provient généralement l'argent qu'ont les fonds d'investissement. Donc nous commençons par un fonds d'investissement étranger, mais cela doit booster l'existence des fonds d'investissement congolais, n'est-ce pas, ainsi que des banques de financement et d'investissement qui vont apporter un dynamisme, n'est-ce pas, à l'économie congolaise, au financement de projets d'une certaine envergure. Alors pour le volet sécuritaire, l'argent servirait à quoi? À l'achat du matériel, à la formation? Comment va s'articuler ce volet d'après vous? Merci beaucoup. Dans le monde militaire, on dit qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de sécurité sans logistique. Or, qui dit logistique, n'est-ce pas, dit naturellement tous les moyens, tous les équipements nécessaires pour assurer la défense et la sécurité. Il est clair que les États-Unis ne pourront pas assurer la sécurité de la République démocratique du Congo sans un ensemble d'équipements, d'engins, de satellites, ainsi de suite. Et tout ce qu'ils vont utiliser pour assurer la sécurité en République démocratique du Congo, c'est une facture qui sera, n'est-ce pas, remise à la République démocratique du Congo. Le volet formation ne peut manquer parce que vous savez que la formation telle qu'elle était à l'époque de Mobutu n'est plus, et toute cette infiltration, donc il y a un besoin de formation, il y a un besoin d'équipement, il y a un besoin de payer les gens comme il faut, et tout cela proviendra, n'est-ce pas, de l'argent que les États-Unis vont mettre à la disposition de la République démocratique du Congo. Et pour la bonne utilisation, nous insistons, il est important qu'il y ait un fonds d'investissement pour éviter, n'est-ce pas, que l'argent passe de main en main, tel qu'on l'a vu avec les contrats chinois. Alors, professeur Patrick Onoya, je rappelle que vous êtes notre invité, vous êtes lobbyiste. Namokutse Nalingala, professeur Lelo Tozo Kende n'a co-signé accord entre naba américain ou Italie mine na sécurité. Sikoyo pona yo esengeli kosala eloko nini pote Congo a gagné na accord wana na États-Unis. Merci mingi. Pona bandeko nyonso ya Congo na mokuse oyo nalingaki koloba lelo ezali que biso accord na biso oyo tolingi to signé entre RDC na États-Unis et kokani na balolenge ebele na accord oyo États-Unis a signé na Ukraine. Kasi toye ko constater que biso tokoki kozwa mayele, n'est-ce pas, na oyo bamindele basali po biso to appliquer yango pe pa na biso. Accord ya États-Unis na Ukraine batie fondation nango na fonds d'investissement. Ti na fonds d'investissement ezali cadre moko, n'est-ce pas, ya koyeba kombomba mbongo lolenge sengeli pe koyeba kosalela mbongo na ndenge sengeli. Pourquoi naza ko insister na likambo yango po na kotala likambo esalemi na programme à 5 chantiers. Programme à 5 chantiers IGF alakisi ke gaspillage ya mbongo esalemi ebele. Kasi leto bimi na contrat chinois, tokoni na contrat américain et sengeli lokola bato mayele toyeba kozwa ba leçon. Yango naza naye ko insister awa ke ezala
na fonds d'investissement oyo ekotinda catégorie moko ya babanke oyo ezalaka te ezali babanque de financement d'investissement. Babanque de financement d'investissement ekopermettre que en plus ya mbongo bakotia na mine na mbongo bakotia na infrastructure mbongo mususu ezala pour que esunga na projet misusu lokola ba projet ya bilanga lokola ba projet ya industrie oyo ezali important soki tosali yango lolenge wana te projet mbongo pona bilanga ekomona na te na mbongo wana, n'est-ce pas? Or toyebi nzala oyo eza na Congo esengeli ke tosalela mutu na biso ya suka na koloba ke ezali ya motuya que le gouvernement congolais a ça babengi na français certification ya ba minéraux. Donc koyeba exactement au tozanango pour IGF et là quoi boya ki na contrat chinois c'est que j'ai Camille a signé na ba chinois sans koyeba exactement combien de tonnes de cuivre eza na se ya mabele wana eza lokola signé bisinya biloko wana eza makambo il faut que to éviter pour que bonheur yaba congolais ezala na likambo ya contrat américain. Merci professeur Patrick Onoya pour ce résumé en lingala. À présent, professeur, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Les prix de produits de première nécessité sont répartis de la manière suivante sur le marché. Un sac de riz de 25 kg coûte 68 000 francs. Un sac de haricots est vendu à 200 voire 260 $ américains. La mesurette appelée copo varie entre 3 000 et 5 000 francs. Un sac de semoule de 25 kg varie entre 54 et 66 000 francs congolais. La mesurette ou écolo varie entre 3 000 et 4 000 francs congolais. Un sac de cossettes de manioc varie entre 130 et 190 000 francs congolais. Le seau varie entre 12 et 17 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de maïs coûte 2 500, 3 500 voire 4 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 18 000 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 20 500 francs congolais. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 10 000 francs congolais. Un tas de patates douces varie entre 2 000 et 5 000 francs congolais. Un tas de pommes de terre varie entre 2 000 et 5 000 francs, comme des patates douces. Un carton de poisson salé coûte 75 $ et le kilo est à 30 000 francs. Un carton de cuisses de poulet coûte 22 $, le kilo est à 8 000 francs congolais. Un carton de poulet sans emballage coûte 28 $ américains. Le prix du poulet est fixé selon le poids. Il est vendu à partir de 13 500 francs congolais. Un carton de tripes coûte 28 $ américains. Il était à 25 $ américains. Le kilo est à 12 000 francs congolais. Un carton de chacha de 20 kg coûte 190 000 francs congolais. Le kilo est à 12 000 francs. Une mesurette ou écolo de farine de froment coûte 4 500 voire 5 000 francs. Un tas de fombois ou feuilles mijotées coûte 2 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 3 000 francs. Une botte de feuilles de patates douces coûte 2 000 francs. Une botte de feuilles des amarantes coûte 2 000 voire 3 000 francs congolais. Une botte d'oseille est à 1 000 francs. Celle des épinards est à 2 500 voire 3 000 francs congolais. Un tas de poissons fumés varie entre 5 000 et 100 000 francs congolais. Un pain coûte 500 francs ou plus. Une chikwang bateki est vendue à 1 000, 1 500 ou 2 000 francs congolais. Une orange coûte 200, 300, 500 ou 1000 francs. Une mandarine coûte 300 voire 500 francs congolais. Un ananas varie entre 5 000 et 20 000 francs congolais. Une papaye coûte 2 000, 3 000, 5 000 voire 8 000 francs congolais. C'est selon la grandeur de la papaye. Un tas de safo coûte 3 000 voire 5 000 francs congolais. Un tas de tomates fruits varie entre 1 500 et 5 000 francs congolais. Un oignon est vendu à partir de 300 francs congolais. Une gousse d'ail est vendue à partir de 200 francs congolais. Un tas de piments coûte 500 francs congolais. Une mesurette ou écolo de piment coûte 5 000 francs. Merci bien, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, professeur, des petites questions directes, réponses courtes aussi. Alors, on observe maintenant la révision à la hausse de certains produits de première nécessité sur le marché. Pourquoi? C'est avant tout une question de spéculation, la question de l'offre de la demande, parce que, en tout cas, si on peut parler du carburant, le carburant n'a pas haussé de prix, c'est la spéculation, la loi de l'offre et de la demande. Moi, j'insisterai pour que le ministère de l'économie puisse être rigoureux, n'est-ce pas, sur la question des prix. Il est important que le ministère de l'économie soit rigoureux sur le contrôle de prix, mettre en action les inspecteurs économiques pour suivre cela. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui la stabilité monétaire malgré la guerre dans le Kivu?
Merci beaucoup. C'est avant tout l'orthodoxie financière. Il faut saluer, n'est-ce pas, le travail du gouvernement souminois, de saluer le travail du ministère des Finances. Il est important. Lorsqu'on assure une orthodoxie financière, les dépenses ne se font pas vaille que vaille. Ça, c'est déjà un premier levier qui a été recommandé d'année en année. Et si cela se passe actuellement, nous devons que féliciter le gouvernement. Budget revu 17,2 milliards de dollars. Est-ce qu'il sera exécuté, d'après vous? Naturellement, c'est toute une question. Naturellement, je reviendrai sur la question de la pression fiscale, parce que lorsqu'on revoit un budget à la hausse, ça signifie qu'on analyse aussi les sources d'entrée. Mais lorsque l'on voit la qualité, n'est-ce pas, des recettes fiscales du premier et du deuxième trimestre, si les choses continuent comme telles, et avec le cours du cuivre qui reste assez bon, il est possible de réaliser. Alors, gouvernement d'union nationale, il faudra quoi? Un gouvernement de taille réduite ou pas? Je crois que par la force des choses, dans la mesure où le contrat entre les États-Unis et la RDC est signé, la République démocratique du Congo, le chef de l'État, n'aura plus de choix que d'avoir réellement un gouvernement de compétences. Nous rappelons en fait qu'une des maladies des États-Unis, c'est d'avoir l'impression toujours de s'ingérer dans la politique congolaise. Alors il est important que dans le casting qui sera fait, que la République démocratique du Congo lance un message important aux Américains, que nous sommes objectifs, nous savons ce que nous faisons, d'où il n'y a pas de place pour la complaisance. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Patrick Onoya, lobbyiste, et également il est expert en matière d'investissement. Professeur Patrick Onoya, merci d'avoir répondu une fois de plus à l'invitation de Jeudi Économie. Merci beaucoup. Merci à Miguel Ménel, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pourrez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Obagou. À très bientôt.